Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'explication linéaire de l'acte 3, scène 3 de On ne badine pas avec l'amour. En 1834, George Sand vient de quitter Alfred de Musset lors d'un séjour à Venise. François Buloz lui commande alors une malheureuse comédie. On ne badine pas avec l'amour ne sera jamais joué du vivant de l'auteur. Lors de sa publication, la pièce est sous-titrée Proverbe, mais elle s'inspire grandement du drame romantique et aussi de la tragédie. Perdiccas et Camille, deux aristocrates, ont tant de points communs que l'on pourrait s'attendre à ce qu'ils se marient de bon cœur. Pourtant, l'orgueil qui les caractérise, l'éducation différente qu'ils ont reçue, la conception opposée qu'ils ont tous les deux de l'amour les éloignent. Ils se prêtent alors à un jeu dangereux, celui du cœur et de la parole, entraînant dans leur sillage Rosette, une jeune paysanne. Dans l'acte 3, scène 3 que nous allons étudier, Perdiccas déclare son amour à Rosette, sauf qu'il s'agit d'une manigance de sa part, puisqu'il a donné rendez-vous à Camille afin qu'elle assiste à cette entrevue. De la sorte, les mots adressés à Rosette sont destinés à Camille, dissimulée derrière un arbre. C'est la raison pour laquelle nous nous demanderons en quoi le stratagème de Perdiccas met en lumière la cruauté des jeux du cœur et de la parole. Pour cela, nous verrons dans une première partie une déclaration d'amour mise en scène par Perdiccas, des lignes 1 à 11, la manipulation de Rosette, des lignes 12 à 19, et pour finir, un discours où amour et nature se mêlent, des lignes 20 à 24. Débutons tout d'abord notre premier mouvement, une déclaration d'amour mise en scène par Perdiccas. La lecture de la lettre par Camille montre que dans cet extrait, Perdiccas se fait metteur en scène, proposant une véritable mise en abîme. Effectivement, les indications de lieu et de temps, avant de partir près de la petite fontaine, hier, révèlent qu'il a réfléchi au moindre détail afin de piéger Camille. Les deux questions rhétoriques, que peut-il avoir à me dire, dois-je accorder ce second rendez-vous, rendent compte du trouble de la jeune femme. Le verbe d'hypothèse, je suppose qu'il va la quitter, indique l'espoir, à peine dissimulé de Camille, de voir l'amourette de Perdiccas et Rosette se terminer. C'est sans doute pour cela que dès la première réplique, l'émotion de la jeune femme est palpable. Effectivement, la ponctuation affective, ainsi que les trois interrogations. Que veut dire cela? Il a fait asseoir près de lui? Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Indique d'une part que Camille est surprise de voir Perdiccas et Rosette si proches, d'autre part qu'elle n'est pas loin de comprendre le stratagème de Perdiccas. Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Mais le jeu du jeune homme se met en place par la suite. La didascalie à haute voix de manière que Camille l'entende a pour but de rappeler au spectateur que Camille est un témoin caché de la déclaration de Perdiccas. Ainsi, les répliques du personnage reposent sur la double énonciation. Elle s'adresse à Rosette, à Camille, mais aussi au public qui voit que Camille est cachée et saisit le double jeu du personnage. Parce qu'il veut rendre sa cousine jalouse, Perdiccas va déclarer avec un enthousiasme excessif son amour à Rosette. L'exclamation et l'apostrophe « Je t'aime Rosette » sont significatifs de l'exagération du personnage. Les attaques indirectes à Camille sont nombreuses dans cette réplique. La négation partielle « Tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés » renvoie au fait que Camille, contrairement à Rosette, a tourné le dos au temps de l'enfance. Le parallélisme de construction « toi seul » insiste sur le caractère précieux de Rosette, mais s'affirme également comme une pique à Camille. D'ailleurs, l'utilisation de l'adjectif « nouvelle » annonce une existence qui exclut cette dernière. Les deux impératifs « prends » et « donne » font le portrait d'un Perdiccas supérieur, qui traite Rosette plus comme une enfant que comme une future épouse. Pourtant, les déterminants possessifs « ton »,« ta »,« notre » sous-entendent que Perdiccas imagine sa future vie aux côtés de Rosette. Cependant, le spectateur sait que tout cela sonne faux, car l'objectif est de rendre Camille jalouse, même si cela implique de tromper Rosette. Enfin, l'objet qu'il lui offre pour déclarer son amour est assez surprenant. Il ne s'agit pas d'une bague, mais d'une chaîne. Même si cette chaîne peut représenter l'union et désigner le mariage à venir, elle symbolise aussi l'emprisonnement et par extension, la mort de Rosette. La didascalie lui pose sa chaîne sur le cou, apparaît comme un mauvais présage et pourrait annoncer effectivement la mort à venir de la jeune paysanne. Nous allons à présent passer au deuxième mouvement, la manipulation de Rosette. Les accessoires jouent un rôle majeur dans la manipulation de Rosette. L'interrogation totale « Vous me donnez votre chaîne d'or » témoigne de la surprise de la jeune paysanne de voir un cadeau si précieux lui être fait. Cependant, Perdiccas se comporte comme si elle n'était pas là, parce qu'elle est uniquement le moyen pour lui de se venger de Camille. Ainsi, il ne répond pas à sa question et continue son stratagème. Effectivement, les deux impératifs « regarde et lève-toi »
peigne le jeune homme comme un véritable metteur en scène qui contrôle les faits et gestes de Rosette, telle une marionnette. Lorsqu'il l'amène près de la fontaine, la symbolique est forte, dans la mesure où il s'agit de la fontaine auprès de laquelle il allait enfant avec Camille, mais aussi de la fontaine où il s'est disputé avec sa cousine dans l'acte de scène 5. Et enfin d'un lieu qui, en raison de la présence de l'eau, renvoie à la sincérité, et par extension à la sincérité du cœur. Pourtant, c'est ici que Perdiccas cruel va manipuler Rosette. La répétition du verbe « regarde » s'adresse à plusieurs observateurs. Rosette, tout d'abord, Camille également, qui, même si elle est cachée, regarde la scène, et enfin le spectateur, qui est témoin de ce stratagème. Perdiccas utilise le champ lexical de l'amour et du rapprochement, tous les deux, appuyés l'un sur l'autre, beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne, pour se peindre avec Rosette comme un couple uni. Cependant, geste inattendu, il lance dans la fontaine la bague, symbole du mariage. Comme le précise la didascalie, il jette sa bague dans l'eau. Disparaît alors l'image du couple qui forme avec Rosette. Il est important de noter que ni Camille ni le spectateur ne voient le reflet dans l'eau, et donc doit être attentif aux propos de Perdiccas. La fin de sa réplique repose sur de nombreux sous-entendus, dont la portée est symbolique. La fontaine semble annonçatrice d'un mauvais présage. Effectivement, le plus que parfait, l'eau qui s'était troublée, nous indique que le geste de Perdiccas a transformé l'eau limpide de la fontaine en eau trouble. Et cette eau trouble renvoie au chaos, au danger. Hypothèse renforcée par la personnification inquiétante, les grands cercles noirs courent à sa surface. Nous pouvons également voir dans le futur, il n'y aura plus une ride sur ton joli visage, un futur prophétique, puisque Rosette ne vieillira effectivement jamais. Perdiccas voudrait effacer le visage de Camille dans l'eau de la fontaine, afin de faire apparaître celui de Rosette. Mais le champ lexical du retour revient, reprend, reparaît son, de nouveau, montre que même si Perdiccas a jeté la bague de Camille, rien n'a changé. Son amour pour sa cousine demeure. Cependant, Camille l'ignore. L'aparté « il a jeté ma bague dans l'eau » est significatif de son émotion de voir Perdiccas se débarrasser d'un objet si riche de sens. Nous allons donc terminer cette explication par le troisième mouvement, un discours où amour et nature se mêlent. Dans ce dernier mouvement, Perdiccas interroge Rosette, mais via une question rhétorique. Sais-tu ce que c'est l'amour, Rosette ? Cette interrogation lui permet d'introduire un éloge de la nature au sein duquel, en véritable romantique, il associe paysage et sentiments amoureux. L'impératif écoute renvoie au fait que Rosette doit écouter Perdiccas, mais également les bruits, la voix de la nature. Le jeune homme a recours à des images poétiques et lyriques. Une personnification du vent, tout d'abord, le vent se tait, et une métaphore qui compare la pluie à des perles. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Le parallélisme de construction, par la lumière du ciel, par le soleil que voilà je t'aime, traduit l'exaltation des sentiments de Perdiccas, mais aussi son désir d'être sincère, puisqu'il prend pour témoin de son amour la nature. Pourtant, les trois questions rhétoriques, tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse, on n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi, montre que Perdiccas, malgré son envie d'aimer Rosette, ne cesse de faire référence à Camille. La première question renvoie au refus de Camille de l'épouser. Les deux interrogations suivantes sont un écho à l'acte de scène 5, dans la mesure où Perdiccas exprime sa colère vis-à-vis de la religion. Le vocabulaire dépréciatif flétri, sans affadi, en est la preuve. En effet, la négation totale « tu ne veux pas te faire religieuse » présente Rosette comme un amour possible. Si, comme Camille, elle est belle, elle a su cependant demeurer pure, garder son innocence. En témoigne le champ lexical de l'innocence. Jeunesse, sang vermeil, jeune et belle. D'ailleurs, Perdiccas utilise l'adjectif jeune pour désigner Rosette et pour se désigner lui-même, montrant à quel point ils sont semblables. Enfin, il termine sa tirade par une épanadiplose. Donc une épanadiplose, c'est le fait que sa tirade commence par une question et termine par cette même question. Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour ? Qui montre que Perdiccas, en faisant référence à la nature et à l'amour, a cherché à émouvoir Rosette et cherche également à se convaincre qu'il aime cette jeune paysanne. Alors que le spectateur sait pertinemment qu'il n'a pour seul objectif que de rendre Camille jalouse. Ainsi, Perdiccas, dans cette scène, piège Camille, mais aussi Rosette, en mettant en scène sa déclaration d'amour. En voulant rendre jalouse sa cousine, il joue avec la parole et trompe les sentiments de Rosette. On peut considérer que c'est cette scène qui précipite le dénouement fatal, dans la mesure où Camille, à son tour, décidera de se venger de Perdiccas dans la scène 6,
toujours de l'acte 3, et choisira elle aussi de faire de Rosette la victime collatérale des jeux du cœur et de la parole.